6 étapes pour assurer la sécurité de votre quartier en cas de loi martiale. Ça veut dire quoi, loi martiale avant tout? La loi martiale, c'est lorsque l'armée s'occupe de la sécurité publique avec l'aide de la police. En gros, vous avez des militaires qui sont dans les villes, dans les rues, qui assurent la sécurité du peuple. Ou, dans certains cas, assurent une dictature. Comment est-ce qu'on fait pour assurer ses arrières et mettre son jeu de côté? Mettre son jeu de côté, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, j'ai un full dans mes cartes, d'accord? J'ai un full, j'ai une quinte, et il faut que je joue bien mes cartes. C'est un petit peu ça. L'armement, les stocks, les ressources, les radios. Et assurer au passage sa sécurité. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir. On est en temps de crise, on est en temps d'effondrement. L'armée qui prend le pouvoir, il faut se dire une chose, c'est que un mec commande une armée. Il y a toujours quelqu'un qui est en charge d'un groupe, d'une section, d'un peloton, d'une compagnie, d'un escadron. C'est à peu près la même chose, en fonction de si on est en cavalerie ou en infanterie. Un régiment, puis un général, corps d'armée, etc. Et après ça remonte, c'est ma président. Vous allez voir, ça fait référence à un événement historique d'il y a à peu près 86 ans. Je vous laisse faire le calcul. 86 ans en arrière, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement? La Deuxième Guerre mondiale. Et notamment, la naissance de la résistance. Ouais, la première résistance. La résistance française. Il y avait peut-être d'autres nationalités aussi à l'intérieur, je ne sais pas. La première chose à faire, ça va être établir un réseau de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire, un réseau de confiance? Avec le voisinage, notamment. Pour les personnes qui ont regardé dans la description le premier lien. Ok? Il y a une vidéo d'introduction au piégeage humain et à la protection du domicile. Et à la fin, vous avez le choix de prendre un appel ou pas avec moi pour discuter de votre projet de piégeage. Donc quand j'ai les résistants au téléphone, une chose que je leur demande, c'est comment est-ce que tu t'entends avec tes voisins? Très important. Et là, dans ce cas-là, vous allez voir, ça va prendre toute son importance en cas de loi martiale. Comme je l'ai dit, la première chose à faire, c'est réellement d'établir un réseau de confiance. Pourquoi établir un réseau de confiance? Parce que si jamais vous êtes entouré de personnes en qui vous n'avez pas confiance, vos chances de survie, elles se réduisent drastiquement. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des indiques, des traîtres, des pourris, des collaborateurs avec l'ennemi. Non pas que l'armée serait votre ennemi, mais potentiellement dans certains cas, ça pourrait. Ça pourrait. En tout cas, l'institution. Si jamais vous n'avez pas de réseau de confiance, vous êtes sûr que le moindre fait et geste que vous faites avec des personnes qui ne partagent pas la même vision que vous, ça va être compliqué de faire des moves en secret. Et on va y revenir après. Je tiens à préciser qu'avoir un réseau de confiance, c'est pas être 100 personnes, forcément. Peut-être 2, 5, 8 personnes en qui vous avez une confiance absolue. On s'en fiche du nombre. Même si vous êtes 100, il peut toujours y avoir un pourri. Donc assurez-vous d'avoir un réseau réellement de confiance. Deuxième point, capital, une communication discrète. Et là, ça devient tricky. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une communication discrète? Vous êtes dans un village, vous savez que les fréquences radio sont pour la plupart prises, même si les radios militaires émettent sur des fréquences différentes qui ne sont pas accessibles au public. Ça, très important à prendre en compte. Nous, on ne pourra jamais, avec un matériel classique, entrer sur les fréquences militaires. C'est très compliqué. Possible, mais très compliqué. Donc, vous émettrez sur des fréquences
qui seront publics, où tout le monde pourra accéder. Donc, tout le monde pourra également les surveiller et vous écouter. La radio, pourquoi pas. Le talkie-walkie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même s'il y a d'autres appareils qui reçoivent sur la même fréquence aux alentours de vous, ils pourront entendre. Okay, il y aura des leaks. Les leaks, c'est les fuites. Voilà. On pourra entendre votre discussion sur d'autres appareils. Comment est-ce que la résistance en 40 faisait pour communiquer? Principalement, ils avaient des messagers. Ils avaient des codes à la radio. Je pense que je ne vous l'apprends pas. Hein? Notre cher Charles de Gaulle communiquait à la radio depuis l'Angleterre et nous récitait des poèmes qui avaient une signification bien précise. Les Allemands ayant vu que du feu. On a également les petits messages en papier. Je vous fais un texte. Quelqu'un va vous l'apporter ou bien je le mets dans un poids mort. Voilà. Dans un égout, dans une trappe, dans une boîte aux lettres. Je le cache. Ça, c'est le moyen de communication qui n'est pas piratable, en tout cas. Par contre, si jamais vous n'avez pas de réseau de confiance, que vous avez un pourri à l'intérieur, un indique, lui va vous balancer. Je ne vous fais pas de dessin, je pense que ça paraît assez clair. 3. Patrouille de voisinage. Vous devez tout le temps avoir quelqu'un qui va être les yeux et les oreilles de votre groupe de résistants. Vous devez toujours avoir quelqu'un qui va s'occuper d'aller chercher le renseignement à l'oral et au visuel. À l'écoute, plutôt. Pourquoi? Parce que vous le voyez, quelqu'un qui est fouineur, qui se balade un peu partout, il aura toujours des renseignements, des choses à savoir. Vous devez soit être cette personne ou avoir quelqu'un qui va être cette personne-là. Très, très, très important. Il faut aller prendre du renseignement tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Là, on va arriver sur un point essentiel. Le stockage et les caches de votre ressource, de vos ressources. Armement, munitions, équipement, bouffe, eau, tout ça, ça vaut de l'or. Lorsque les conditions sont un peu plus délicates, ça vaut de l'or. Il va falloir impérativement le protéger à tout prix et le cacher. Donc, si jamais vous n'avez pas de réseau de confiance, si jamais vous n'avez pas quelqu'un qui fait du renseignement, faites gaffe. Faites gaffe à bien le cacher. Pour le cacher, je pense que j'ai fait une vidéo à ce sujet-là d'ailleurs. Je pense que j'avais fait une vidéo à ce sujet-là, ou qui va arriver, mais je vais vous donner un avant-goût. Où est-ce qu'on pourrait cacher ce couteau dans une maison? Par exemple, où est-ce qu'on pourrait cacher ce couteau dans une maison? Il y a une technique assez simple, c'est de faire un faux plafond. Alors c'est pas un plafond, un faux fond dans une armoire. Vous avez une armoire, hop, large comme ça. Vous allez mettre une autre plaque d'environ 20 cm. Ok, pour avoir 20 cm d'épaisseur. En plus, à l'intérieur, vous allez mettre tout ce que vous voulez. Fusil, conserve empilée. Voilà, ça marche relativement bien. On a les sous-sols, les trappes, même si ça c'est un petit peu plus délicat. Ça se repère plus facilement. On a ensuite une technique qui est de faire, et il y aura une vidéo à ce sujet-là où je reviendrai plus en détail, des conduits fictifs. Vous avez des conduits, par exemple, des tuyaux qui passent comme ça. Vous allez pouvoir installer des conduits fictifs et mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. Et le moment venu, vous allez les casser. Les casser parce qu'ils seront scellés. D'accord? Ils ne seront pas amovibles. Sinon, vous avez bien compris que ce sera un peu cramé. Il faut qu'ils soient scellés. Et à partir du moment où ça devient la fin, peu importe de quelle manière, à partir de ce moment-là, vous allez péter les tuyaux et les récupérer. Mais il y aura une vidéo plus détaillée à ce sujet-là, normalement. On en reparlera. Il faut que vos ressources soient difficiles d'accès, mais relativement proches et directes à atteindre. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on trouve facilement. Ça ne doit pas être non plus trop éloigné. Ça doit être très proche, mais très bien caché. 5e point, mettre en place des systèmes de sécurité passifs. C'est quoi les systèmes de sécurité passifs?
le piégeage humain et la protection du domicile. Premier lien dans la description. Normalement, vous devriez être habitué à force, mais je sais qu'il y a des personnes qui elles regardent les vidéos, elles sont passives pour le coup. Elles sont passives. Toute leur vie, elles ont été passives. Pas de problème, mais je répète à chaque fois. Et il y a un moment, le cerveau, il va prendre le relais, il va se dire putain, attends, faudrait peut-être aller la voir quand même cette vidéo-là. Piégeage ne veut pas dire forcément qu'on va tuer les individus. Loin de là, surtout lorsque c'est l'armée qui prend le relais. Ça va plutôt être du piégeage alerte défensif, du piégeage très fourbe. Exactement ce que j'apprends à mes résistants. Du piégeage très fourbe. Qui va faire mal, mais on n'aura aucune preuve tangible de se dire c'est lui qui l'a posé. Ça pourrait être une erreur, clairement. Je sais que ça vous parle pas. C'est pour ça. Allez voir cette putain de vidéo. Piégeage. On va pas commencer à mettre du piège à la grenade ou du piège au C4. C'est pas du tout l'idée. Parce que là, pour le coup, on va comprendre qu'effectivement c'était prémédité. Tandis que des pièges un petit peu plus fourbes, pour faire mal à l'ennemi, ça va le faire. 6e point, à votre avis, qu'est-ce que ça va être le 6e point? On a vu 5 points qui permettaient de cohabiter, de vivre et d'être un petit peu alerte sur qu'est-ce qui pourrait se passer au sein d'une communauté, d'une ville, d'un pays, avec une loi martiale à l'intérieur. Le 6e point, à votre avis, c'est quoi? Quelle est la suite logique de tout ça? C'est ma suite logique. Peut-être que vous, ce ne sera pas logique du tout. L'évacuation. Vous allez à un moment devoir évacuer, peu importe le moment, vous allez devoir évacuer. C'est obligé. Il y a un moment, tout va s'effondrer sur soi-même. Le peuple en aura marre, l'armée en aura potentiellement marre aussi. Il y a un moment, ça arrivera à l'implosion. Est-ce que vous voulez attendre que tout pète pour partir? Ou est-ce que vous êtes un petit peu plus réfléchi et vous allez partir avant? C'est à vous de voir. Maintenant, pour évacuer, c'est pareil, ça se prépare en amont. On fait pas ça comme un détenu qui voit le grillage de la prison et qui va se dire « Allez, c'est parti, je m'évade. » Non, non, non. Pour s'évader de prison, je suis jamais allé en prison. Pas en prison. À votre avis, El Chapo, Pablo Escobar, quoique Pablo Escobar c'est encore différent, Redouane Faïd et compagnie, ces mecs-là, comment ils se sont évadés de prison? À votre avis, est-ce qu'ils l'ont fait sur un coup de tête ou est-ce que c'était quelque chose de très réfléchi à l'avance? C'est un plan d'évasion. Ben vous allez faire un plan d'évasion, d'évacuation de cette zone qui est contrôlée par l'armée afin d'aller tenter votre chance ailleurs. Mais pour ça, il va falloir le planifier, savoir où vous allez, comment vous y allez, avec qui vous y allez. C'est 3 points. D'accord? Prenez-les bien en compte. Et après, c'est parti. Partez. Évacuez le plus vite possible. Je vous laisse là-dessus, les résistants. J'ai bien aimé traiter ce sujet de vidéo. Ça change un peu, je trouve. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.